Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au cas d'usage de la crypto-monnaie. Parce que c'est vrai, dans des discussions précédentes, on a pu peut-être évoquer l'aspect spéculatif dans le domaine des crypto-monnaies et le fait qu'il y a beaucoup de monde encore qui pense que la crypto-monnaie, ça repose sur rien, c'est uniquement pour le côté spéculatif. Et je pense que c'est des choses que vous avez déjà entendues et qu'on va continuer d'entendre pas mal de temps. Et l'idée de cette vidéo, c'est de discuter de différents cas d'usage. Alors, ce sera peut-être pas exhaustif, hein, d'ailleurs, vous me direz si on en a oublié, qui sont importants pour vous, peut-être dans les commentaires. Mais l'idée avec Thibaut, voilà, ça serait peut-être ceux qui sont aussi le plus important pour nous ou qu'on voit qui sont vraiment intéressants. Encore une fois, on n'a pas une vision globale, mais ça sera peut-être les principaux qu'on voit nous. Mais de toutes les manières, essayer d'évoquer voilà, les différents cas d'usage, les possibilités et la valeur au final que peut apporter les crypto-monnaies et l'écosystème en général au monde. Voilà, pour aussi vous aider potentiellement si vous voulez rentrer dans ces discussions-là entre côté spéculatif versus la valeur. Et c'est vrai que dans la vidéo, on a parlé un petit peu, voilà, l'idée c'était de faire une vidéo sur investissement versus la hype, technologie, pardon, versus la hype et qu'est-ce qui pouvait prendre un peu le pas dans l'investissement. Et donc, du coup, on avait été amené à évoquer la spéculation dans le domaine crypto et le fait que la valeur qu'apporte l'écosystème crypto, elle est moins tangible peut-être que la valeur qui est adossée à l'immobilier où on a vraiment de la pierre, quelque chose en physique qu'on peut voir. Pareil sur les entreprises, la valeur, bon, mais il y a un produit, un service qui est donné, il y a des actifs dans l'entreprise, il y a de l'immobilier, il y a des salariés, il y a de la valeur qui est créée, qui est tangible, on peut la voir, on peut la toucher, on peut aller voir dans les locaux de l'entreprise. Et c'est vrai que la crypto-monnaie, il n'y a pas tout ça. C'est des lignes de code sur des ordinateurs. Et pour la plupart du gens, c'est assez abstrait. Moi, c'est un des points de blocage aussi que je retrouve pas mal. J'ai pas envie de rentrer dans la crypto-monnaie parce que je comprends pas trop la valeur, je vois pas trop à quoi ça peut servir et puis je peux pas le voir, je peux pas toucher, c'est pas dans ma poche, je peux pas aller rentrer dans mon appartement et du coup l'idée tout simplement c'est de parler des différents cas d'usage et du coup je vais peut-être commencer moi vraiment l'aspect et c'est aussi pour ça je pense que c'est pas forcément très répandu et compris par beaucoup de gens, c'est l'intérêt d'avoir la décentralisation et de l'échange et de la sauvegarde de valeur de manière décentralisée et résistant à la censure. Donc ça, c'était un peu la création, voilà, le rôle de Bitcoin, entre guillemets, et avoir cet aspect-là qui, je pense, est pas franchement compris ou qui n'est pas pris en compte parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, c'est vrai que ça rentre un petit peu dans l'écosystème crypto, la philosophie derrière. Une fois, peut-être, on peut être intéressé par la part du gars, mais à un moment donné, c'est bien aussi de s'intéresser à la création, toutes les idéologies qu'il y a derrière. Et on se rend compte qu'au final, il y a plein de choses qu'on pourrait euh, omettre sur le système de notre système financier actuel, comment fonctionnent nos banques, les restrictions qu'on peut avoir. Et je pense que c'est aussi bon, la pandémie et tout ce qu'on a été amené à vivre, ça fait un petit peu bouger les lignes dans ce sens-là, où il y a plein de choses que les personnes ne pensaient pas forcément, où on se disait, dans nos démocraties, ça pourra pas se passer. Enfin, qui, en 2018, pourrait dire... ce point-là, ça m'a fait penser à ce que j'écoutais l'autre jour un podcast sur France Culture, je sais plus quoi, et en gros, c'était les attaques sur notre démocratie, et ça datait de 2018. Et en gros, le talking point du mec, il parlait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, des black blocs dans les manifestations, et il y avait tout un projet de loi qui aurait permis au gouvernement de faire de la mise à résidence à domicile préventive ou quelque chose comme ça pour les manifestations. C'est-à-dire qu'à l'époque, le point d'attaque sur la démocratie, c'était en gros, vous allez donner le droit au gouvernement de décider qui vient dans les manifs et qui doit rester chez lui. En 2018. 2020, bon, il y a tous les événements qui sont passés avec la pandémie et tout ça. Et donc là, c'est plus quelques personnes qui peuvent être identifiées comme un peu plus radicaux pour les manifestations qui sont mis à domicile, mais directement l'ensemble de la population confinée à domicile, vous pouvez plus sortir, il y a des restrictions partout, vous devez absolument vous faire vacciner si vous voulez aller dans tel truc. Et du coup, on a vraiment plein de choses qui arrivent en place avec beaucoup de censure, une remise en cause de nos libertés fondamentales des fois. Et c'est vrai que du coup, les cas d'usage de la crypto, moi, c'est vraiment quelque chose que je vois comme super important, cet aspect décentralisé, résistance à la censure, et c'est un peu comme une bouffée voilà, d'espace qui est de moins en moins censuré. Je sais pas si tu vois Ouais, une bouchée, d'oxygène, quoi, une bouffée d'oxygène un Ouais, peu, par voilà, rapport à ce qui j'arrivais se pas, passe. mais...
Mais ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect valeur, et on l'avait évoqué sur la précédente vidéo que tu as citée un peu plus tôt, mais que l'aspect valeur, c'est aussi très personnel. J'avais donné l'exemple de l'or. L'or, l'humain, il voit de la valeur, et si demain tu laisses un lingot d'or sur la route, les gens ils vont le ramasser parce qu'ils vont se dire, punaise, il y a de l'argent dehors, vas-y, je le prends direct. Pareil pour les billets, on y voit de la valeur, mais derrière, il faut comprendre que si on donne, je sais pas, un billet de 20 euros à un oiseau ou un lingot d'or à un singe, il s'en fout, lui, il va pas y voir de la valeur. Donc la valeur, elle est très subjective, à la fois en fonction des personnes, en fonction de l'espèce. Là, j'ai donné le cas des animaux et des humains, mais ça dépend aussi énormément de la temporalité. J'avais donné l'exemple aussi de la bouteille d'eau. Aujourd'hui, je te dis, tiens, je te donne une bouteille d'eau et je te la vends 20 000 euros. Tu vas me dire, non, t'es malade ou quoi? J'ouvre le robinet, c'est bon, je prends la bouteille d'eau, je vais la boire, tu vois, ou je l'achète 3 balles dans un marché, c'est bon. Euh, pour le coup, si on est dans un contexte qui est complètement différent, dans un désert où tu as hyper soif, tu es sur le point de mourir, et j'arrive avec une bouteille d'eau pour te sauver la vie et je te dis c'est 20 000 euros, ah oui, tu vas tout vendre, tu vas me donner les 20 000 euros pour récupérer ta bouteille d'eau. Donc il y a un aspect aussi temporalité. Dans la crypto-monnaie, c'est important de comprendre aussi que déjà, les schémas narratifs changent pas mal. Au départ, Bitcoin, c'était peer-to-peer électronique cash system. On s'est rendu compte par la suite que c'était peu utilisé ou que ça pouvait peu être utilisé en tant que monnaie vraiment peer-to-peer parce qu'il n'y avait pas assez de throughput, je ne sais pas comment on dit en français, mais de transactions par seconde. C'est quand même très compliqué de pouvoir le faire. Aujourd'hui, si on mettait Bitcoin, je ne parle pas du Lightning Network, mais si on mettait que le Bitcoin, typiquement sur un jeu type Clash of Clans, il ne serait pas capable de le faire. Il y aurait déjà des transactions, des frais de transaction hyper élevés. Donc, petit à petit, le schéma narratif a changé, dont aujourd'hui, le principal schéma narratif, c'est l'or 2.0, l'or digital. Et c'est vrai que ça rentre pas mal dessus parce que c'est capé à 21 millions, on sait la politique monétaire qu'il y a à l'intérieur, on connaît les épisodes de halving, etc., etc. Donc ça rassure aussi pas mal les gens et ça rentre dans ce schéma narratif. Ce que je veux dire aussi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt basées dans la finance traditionnelle ou dans d'autres classes d'actifs qui vont se dire ouais, ben, le Bitcoin, par exemple, ça repose sur rien, c'est un truc, on allume un ordinateur où il y a des machines qui travaillent, il y a de l'argent qui tombe comme ça, sorti de nulle part, c'est pas concret, c'est pas comme de l'immobilier, donc c'est un Ponzi, forcément, ça va s'écraser. Et je pense que c'est important de revenir aussi aux promesses, ou en tout cas ce qui a été proposé par Bitcoin au début. Au départ, c'était apporter, on va dire, le système bancaire ou d'apporter les comptes en banque à la population mondiale. Parce que quand on est dans un pays développé, comme la France, comme aux États-Unis et autres, en fait, on s'en fout de ça. On se dit, nous, on a déjà un compte en banque, on sait déjà stocker de l'argent, on sait déjà en recevoir, on sait déjà en envoyer, en stocker, peu importe. On a accès aussi aux plupart des services financiers classiques. Hein. Si tu veux investir sur le marché action, sur des ETF, tu peux le faire. Enfin bref, on a accès à pas mal de choses. Alors que pour la grosse majorité de la population mondiale, c'est absolument pas le cas. Donc, il y avait cette promesse de base, mais dans les pays développés, on n'y voyait pas forcément l'intérêt. Ça commence un petit peu à changer parce qu'on se rend compte que, notamment pendant la crise sanitaire, lorsqu'il y avait eu des manifestations au Canada, par exemple, avec les truckers, il y avait une cagnotte qui avait été récupérée et qui avait été effectuée notamment en Bitcoin, parce que ceux qui étaient dans la manifestation, je crois que c'était Trudeau à l'époque, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais Ouais. Trudeau avait lancé un appel en disant tous ceux qui faisaient partie des manifestations, on leur enlevait typiquement du jour au lendemain leur compte bancaire. Donc ça a montré aussi que même dans les pays développés comme le Canada, où on est censé être dans des pays démocratiques, entre guillemets, ça pouvait arriver, ça pouvait tomber. Et que avoir le moyen de stocker de l'argent de manière décentralisée, avoir une réserve de valeur décentralisée, résistance à la censure, c'est un point qui peut avoir de la valeur même dans les pays développés. Et surtout aujourd'hui, quand on regarde objectivement les choses, moi, je ne vois pas aujourd'hui un moyen plus pertinent pour pouvoir stocker de la valeur à travers l'espace et le temps. Parce que même l'or, aujourd'hui, on considère que c'est la réserve de valeur pure et dure. Tu vois, c'est là depuis des milliers et des milliers d'années. Ça a subi les grosses crises, les grosses guerres. On a toujours eu de la valeur. Donc, ça a vraiment, dans l'œil commun et dans l'idéologie commune, le côté vraiment réserve de valeur. Néanmoins, on sait que de l'or, il y en a, on est capable encore aujourd'hui d'en retrouver. Il y en a toujours qui disent qu'il y a des astéroïdes sur lesquels il y a des trillions de dollars en or et que si demain on a un aspect technologique suffisamment important, on serait capable d'aller en rechercher. Je ne suis pas forcément très fervent défenseur de ça, mais néanmoins, l'idée de base avec Bitcoin, c'est de se dire il y en aura 21 millions et il n'y en aura pas un de plus. Beaucoup de
contrariens ou de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça vont se dire il y a des forks de Bitcoin. Aujourd'hui, on en a 21 millions, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, il n'y aura pas un Bitcoin 2.0, 3.0? Et ce qu'on explique sur cette chaîne et sur pas mal de vidéos qu'on a faites ensemble, c'est que tu peux forker un protocole, mais tu ne peux pas forker une communauté, tu ne peux pas forker un historique, tu ne peux pas forker tout ce qu'on a, tous ces trucs-là. Et c'est ça qui donne la valeur. Toi, tu peux très bien ne pas y voir de la valeur, mais beaucoup de gens vont y voir. Et donc, d'ailleurs, même si tu es amené à créer ton Bitcoin, comme des milliers de personnes l'ont déjà fait par le passé, il faut voir ce que ça a donné. Regarde Bitcoin Cash, regarde Bitcoin SV. Si tu regardes la parité entre Bitcoin SV et Bitcoin Cash, c'est jusqu'aux enfers, en fait. C'est Doom jusqu'aux enfers. Tous les forks de Bitcoin et ceux qui ont essayé de faire un meilleur Bitcoin, ça n'a pas marché. Donc, la valeur est quand même très subjective. Et ça dépend de la manière dont nous, on va voir les choses. C'est comme nos euros. Aujourd'hui, je vous donne un billet, vous avez l'impression que ça a de la valeur parce que le gouvernement dit que ça a de la valeur. Mais en réalité, c'est juste un bout de papier. Et si on se retrouve, si on regarde historiquement ce qui s'est passé avec les devises fiat, il n'y en a pas une qui a passé la barrière du temps. Toutes les devises fiat ont finalisé à un moment ou à un autre à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Des fois, c'est plus ou moins long. Typiquement, la livre sterling, c'est plus long que la moyenne. Mais il n'y a pas une devise fiat qui a réussi à passer la barrière du temps. Alors oui, Bitcoin, c'est peut-être trop tôt pour dire ce que ça va pouvoir donner parce qu'on est encore très jeune, mais néanmoins, il y a beaucoup de promesses et aujourd'hui, j'y vois aussi énormément de valeur. Ouais, tout à fait. Après, pour revenir un peu en arrière, parce que c'est ça que je voulais évoquer, pour compléter un peu le coup des truckers, non seulement ils ont bloqué les comptes en banque de ceux qui participaient aux manifestations, donc les camionneurs hein, qui bloquaient les centres-villes avec leurs camions, mais non seulement ils ont bloqué aussi les comptes en banque de ceux qui participaient à la cagnotte pour les aider, parce que bien sûr ils étaient dans leur camion, il fallait les ravitailler en essence, en nourriture, donc du coup ils avaient besoin, comme ils ne pouvaient pas bouger eux, il y a des gens qui ont participé à des cagnottes en ligne pour aider ces manifestations. On ne parle pas de l'aspect idéologique, je ne sais plus pourquoi c'était, est-ce que c'était bien ou pas bien, on parle des faits. Donc il y avait des gens qui manifestaient dans le centre-ville pour une cause ou une autre, bien, pas bien, c'est pas le sujet. Et des personnes qui ont décidé d'aider ces manifestants à travers d'une cagnotte. Et donc, du coup, les cagnottes ont été bloquées. Les comptes en banque des participants aux manifestations et des participants à la cagnotte ont été bloqués. Et donc là, ça pose quand même un problème. Et au final, les fonds qui ont pu être versés parce qu'ils ont quand même trouvé une solution et justement ça a été fait, ils ont ouvert les cagnottes en Bitcoin et là par contre pour aller bloquer ça, impossible. Et donc là ils ont pu avoir une partie de l'approvisionnement qu'ils avaient besoin en flux financier qui est venu du monde des crypto-monnaies. Et donc là c'est un cas d'usage très concret, très explicite. Et pour revenir aussi au cas des pays émergents ou des pays qui sont plus victimes de l'inflation, entre guillemets, hein, je pense peut-être à l'Argentine, au Venezuela, même la Turquie, c'est des pays où la crypto-monnaie, ça pulse très très fort, les gens ils s'y intéressent parce que le cas d'usage, il est clair pour eux. Enfin, nous ça peut nous paraître abstrait parce qu'on se dit que notre système bancaire, ça a toujours existé, on est né là-dedans, mais ça fait pas si longtemps que ça que c'est comme ça au final, et on se dit que ça va toujours durer, mais c'est des personnes dans ces pays-là, ils voient très bien l'utilité de pouvoir conserver de la valeur qui soit autre chose que leur devise locale et pouvoir envoyer aussi de l'argent ou recevoir, par exemple, des familles. Moi, j'habite dans un pays où il y a beaucoup de diaspora, justement, d'Amérique latine, et du coup, les gens, ils envoient de l'argent à leur famille. Et ça aussi, c'est un autre cas d'usage de la crypto, c'est-à-dire envoyer des transferts internationaux de fonds. Et on va peut-être passer sur un autre cas d'usage qui sont peut-être les stablecoins et ce lien entre crypto-monnaie et fiat aussi que servent les stablecoins. Et ça, c'est encore un cas d'usage, non seulement conserver de la valeur autre que la devise nationale, mais aussi faire des paiements à l'étranger et à l'international vers n'importe quel pays de manière aussi décentralisée, sans barrière d'entrée et sans frais énormes. Parce que c'est-à-dire, là, on ne s'imagine pas non plus, parce que c'est vrai que des fois, souvent, on n'en a pas besoin. Mais des personnes qui veulent envoyer, qui vivent en Europe et qui veulent envoyer de l'argent en Uruguay, en Paraguay, au Chili, déjà, il faut aller voir ta banque. Les transferts par les banques traditionnelles, c'est un enfer. Déjà, il faut y aller. Comme ça ne les intéresse pas de le faire, ils te mettent des frais, mais je ne sais plus, je crois que c'est de l'ordre de 20 ou 30 euros de frais de base pour envoyer. Même si tu veux envoyer 50 euros, ils vont te prendre 20 euros de frais. Ou alors passer par des entreprises type Western Union, des entreprises qui permettent d'envoyer de l'argent à l'étranger, mais déjà, ça prend beaucoup de temps. C'est très cher, il y a beaucoup de frais. Et c'est tout un business aussi, hein, les banques et les entreprises là.
je ne sais plus le nombre je crois que c'est 7, 8, 10 milliards. Enfin, je sais, il y a un nombre conséquent de milliards chaque année qui sont générés par les frais d'échange entre les différents pays. Et donc là encore, nous, c'est peut-être un cas d'usage qui nous paraît pas forcément nécessaire, mais pour beaucoup de monde sur Terre, c'est quelque chose c'est une opportunité qui n'existait pas jusqu'auparavant, et les gens le voient et l'utilisent. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est portefeuille et qui permet d'envoyer notamment des stablecoins. C'est en train de se développer énormément, et c'est un point de réflexion. Alors, on peut peut-être en parler aussi du cas d'usage des stablecoins au travers des CBDC, donc des monnaies centrales de banque centrale, qui n'est pas forcément idéal. Donc, il y a des cas d'usage pour tout le monde, un petit peu, entre guillemets. Mais les stablecoins et les possibilités que ça peut apporter en bien et en mal, c'est aussi quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais qui est là pour exister. Et bon, après, il y a les CBDC aussi que je viens d'évoquer, où là, ça peut être utilisé pour contrôler la population, qui est aussi un cas d'usage. On parle des cas d'usage de la crypto. On peut très bien imaginer une monnaie centrale, une CBDC, donc un euro numérique, contrôlé par la banque centrale, donc de la monnaie programmable pour le coup, avec des dates de péremption, avec forcer les gens à faire certaines actions au travers de la monnaie qui serait contrôlée directement par la banque centrale. Donc là, c'est aussi un cas d'usage très concret, qui n'est évidemment pas souhaitable, qui va totalement à l'encontre de l'idéologie de Bitcoin, mais c'est aussi quelque chose qui est possible, et avec certaines personnes qui essaient d'avancer dans cette direction-là, quoi. Et on arrive justement on revient sur le concept aussi de temporalité que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être certaines personnes qui se disent, bah, dans l'état actuel des choses, franchement, la crypto-monnaie, c'est peut-être 99% spéculatif, et moi qui suis plus dans la finance traditionnelle, à analyser les comptes de résultats, les bilans des entreprises, avoir un historique peut-être sur certaines actions, etc. On n'est pas capable aujourd'hui de l'avoir dans la crypto-monnaie, donc je décide de ne pas investir dessus. Mais je pense qu'aussi le côté temporalité il est extrêmement important, parce que le monde est amené énormément à changer. On sait que les CBDC, ce n'est pas une question de si elles vont arriver, c'est elles vont arriver. C'est une question de quand. Après, est-ce que ça sera dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? J'en ai aucune idée, mais je suis intimement convaincu que ça arrivera à un moment donné. Et peut-être que justement, quand on sera amené à peut-être avoir moins de libre arbitre, moins de liberté, moins de possibilités concernant nos choix personnels. Peut-être que là où beaucoup de personnes se disaient les crypto-monnaies, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'intérêt, ou n'y voyez pas de valeur, dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau schéma-là, ils vont y voir de la valeur, parce qu'il y aura une réelle utilité, en tout cas pour eux. Et c'est ça aussi le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est d'essayer d'anticiper, ou d'essayer peut-être de se projeter et de se dire, bah, aujourd'hui et maintenant, franchement, c'est que de la spéculation, j'investis que pour l'argent. Et je pense que c'est important de revenir sur les bases et de se dire fondamentalement pourquoi ça a été créé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réelle utilité? Peut-être pas en Europe, peut-être pas dans les pays développés, mais on voit que partout ailleurs, en tout cas, dans des endroits où il y a une inflation importante, où il y a peut-être aussi comment on peut dire ça, on n'est pas dans des pays démocratiques où il n'y a pas suffisamment de libre arbitre ou de possibilités pour les gens. Bah là, justement, on n'a pas besoin de leur expliquer 50 fois l'intérêt de Bitcoin et des technologies alternatives, parce qu'eux, ils en voient l'utilité tous les jours. Un autre cas d'usage, ça peut être aussi, tu vois, on en parle un peu plus, on en a pas mal parlé ces derniers temps, mais tout ce qui est lié à la finance décentralisée, tu vois. On parle du Bitcoin qui est la Store of Value 2.0 avec une politique monétaire connue, résistante à la censure, etc., etc. Et après, il y a tout l'écosystème qui est en train de développer Ethereum. Et on peut critiquer aussi pas mal Ethereum sur son côté décentralisé, avec son passage d'Ethereum 1.0 à 2.0. Néanmoins, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer. Donc, le fait de pouvoir avoir des rendements, faire fructifier son capital sans l'utilisation d'intermédiaires, ça, je trouve que c'est quand même juste complètement dingue. Pouvoir échanger de la valeur sans l'utilisation d'intermédiaires, notamment avec Uniswap aussi, c'est dingue. Avoir un stablecoin décentralisé, entre guillemets, ça pareil, on peut mettre des gros guillemets parce qu'on dit que DAI, c'est décentralisé. Et oui, c'est peut-être plus décentralisé que de l'USDC, de l'USDT, mais néanmoins, aujourd'hui, ce qui est déposé en collatéral et ce qui permet d'émettre des DAI, il y en a une grosse contrepartie qui sont déposées sous forme d'USDT et d'USDC. Donc pareil, est-ce que c'est suffisamment décentralisé ou pas? On peut se poser la question. Toute la technologie des NFT, tu vois, le cas d'usage des NFT, on en a parlé pas mal de fois, avec l'arrivée de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, de la GameFi et du Play to Earn. Il y aura pas mal de choses qui vont être amenées à se développer. C'est tout un nouveau marché, tout un écosystème qui va voir le jour par la suite. Donc oui, aujourd'hui, les cas d'usage, c'est quand même difficile de se rendre compte,
mais comme au début d'Internet. Si quand Internet s'était développé au début, on vous aurait dit quelques années après, vous serez capable d'envoyer des mails partout, vous pourrez regarder des vidéos en streaming, vous pourrez regarder Netflix et vous pourrez commander n'importe quoi sur Internet, vous nous aurez rigolé au nez. Pour autant, c'est ce qu'on est capable de faire. À l'époque, rien que pour envoyer un email, c'était la bannière. Rien que pour ouvrir un site web, c'était hyper compliqué. Il fallait mettre des macros pour pouvoir ouvrir certaines applications. Donc, bref, il y a les possibilités qu'on peut entrevoir par la suite, les possibilités qui existeront après, et puis les cas d'usage qui n'ont pas encore été inventés aujourd'hui, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, après, ça, c'est hyper intéressant de s'en rendre compte là, au niveau timing, c'est-à-dire Bitcoin, ça n'a même pas 15 ans. Bon, il y a eu le schéma, on a traité tout ce qui est aspect idéologique, décentralisation, résistance à la censure qui est important, mais aussi le côté plus pratique, voilà, un peu plus léger aussi, parce que ouais, faut bien dire aussi, et l'utilité qu'on va pouvoir en sortir de cette technologie-là. Et comme tu l'as dit, Bitcoin, ça n'a même pas 15 ans, on ne savait pas trop comment s'en servir. Et là, on commence à arriver sur des possibilités, à voir comment ça va se concrétiser. Par exemple, il y avait le cas d'usage Internet of Things. Bon, ça, pour moi, pour l'instant, ça s'est un peu tombé à plat, quoi. Il ne s'est pas passé grand-chose, même si c'était beaucoup d'espérance, où les gens disent on va connecter la vie réelle à travers les objets à Internet et tout ça. Par contre, là où je vois vraiment cette possibilité, alors ce ne sera pas à travers Internet of Things, connecter les objets. Par contre, il y a tout l'aspect de tokenisation que tu as évoqué aussi à travers les NFT. Les NFT, ce n'est pas juste les vieux JPEG de cailloux. On peut avoir des choses beaucoup plus intéressantes en termes de. Et je pense qu'il y a aussi, pour ça que je le dis, parce que je suis pas mal passé d'articles et aussi d'acteurs de la finance traditionnelle qui disent que ça va jouer un rôle conséquent. Tout ce qui est tokenisation d'objets ou d'actifs dans la vie réelle pour le mettre en ligne et même apporter de la liquidité, même aux métaux précieux, tokeniser, tout ce qui est soulbound token, tout ce qui est NFT qui appartient à un seul wallet, tout ce qui peut être le côté immuable aussi de la blockchain. Pour la tokenisation, ça apporte une valeur qui est énorme et c'est quelque chose évidemment qui est encore assez nouveau, qui est assez vert, notamment l'immobilier, tokenisation d'appartements, tokenisation d'œuvres d'art, même tokenisation de NFT pour aller faire de la DeFi avec NFTFi, apporter de la liquidité au marché des NFT, mais apporter de la liquidité potentiellement dans pas mal de secteurs traditionnels qui n'ont pas été encore trop impliqués dans la crypto, qui pourraient l'être à travers ce moyen-là. Et donc là, on commence à évoquer ces choses-là. Donc, comme j'ai dit, c'est encore assez récent. Mais penser, ne serait-ce que 4-5 ans en arrière, on n'en parlait même pas. 15 ans en arrière, Bitcoin, ça n'existait pas. Et là, on commence déjà à évoquer des possibilités pour le futur, des cas d'usage qui paraissaient fous et qui paraissent encore fou à beaucoup de gens. Et même nous, quand tu vois les trucs, tu te dis, mais c'est vraiment un truc de malade mental. Et c'est vrai, moi, des fois, j'explique ça à mes proches, à mes parents. Et tu vois, ils sont là, mais c'est pas possible. Ça leur paraît complètement fou. Et alors qu'on est vraiment à la porte de ça, tu vois. Et pour eux, si tu ne suis pas la technologie, tu ne suis pas tout ça, ça peut vraiment dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et au final, on le touche du doigt, tu vois, c'est comme l'intelligence artificielle, on disait, ouais, on va être remplacé par les robots, c'est rigolo, mais l'IA, ça développera dans très longtemps. Et là, récemment, tout ce qui est ChatGPT, Midjourney, les possibilités de l'intelligence artificielle, on a vraiment fait un bond. Alors, on n'est pas encore, ça va remplacer les humains, ça va remplacer tout le travail et tout, mais on a quand même un gros saut technologique. Et là, c'est pareil, c'est aussi un domaine où les cas d'usage, ils seront aussi à déterminer dans le futur parce qu'on touche du doigt quelque chose qui a quand même des grosses promesses. Et je pense que c'est intéressant de s'y intéresser aussi. Donc, on finit sur une note peut-être un peu plus légère. Je ne sais pas si tu veux compléter ou… Bah non, moi ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a les cas d'usage qu'on n'a pas encore inventés, il y a ceux sur lesquels on peut y voir de la valeur aujourd'hui, puis peut-être l'écosystème qui va être amené à évoluer par la suite. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, ce qu'on reproche à la crypto-monnaie, c'est de dire c'est que spéculatif, il n'y a pas de valeur fondamentale, ça sert à rien, etc., etc. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas forcément éduqués au sujet, ou du moins qui prennent pour exemple un petit peu les grosses headlines qu'on voit sur les réseaux sociaux avec la mauvaise presse qu'il y a sur la crypto. Hein. Quand tu vois que ce qui sort aujourd'hui, tu vois, les scandales FTX, Celsius, BlockFi, Nexo, là dernièrement Genesis, tu vois, qui va remplir le… Qui va déclarer faillite, ouais, qui va rentrer. Exactement, qui déclare faillite avec le chapitre 11 là. Bref, tu vois, c'est quand même de la très mauvaise presse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, tu vois, là où on dit l'aspect spéculatif, on le voit souvent comme quelque chose de mauvais. Mais l'aspect spéculatif, on l'a évoqué un peu plus tôt, c'est présent partout. Il y a toujours un minimum aussi d'aspect spéculatif. Et c'est ça aussi qui drive l'adoption. Si tu n'as pas de spéculation, s'il n'y a pas moyen de faire de l'argent, et si typiquement le Bitcoin était resté au même prix qu'en 2010,
bah, en fait, personne n'en aurait jamais entendu parler. Ce qui fait que les gens en entendent parler avec toutes ces vagues et tout ça, c'est justement parce que le prix augmente. C'est ça qui fait la publicité et c'est ça qui fait la notoriété et l'adoption qu'on connaît aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu de spéculation, s'il n'y avait pas eu de cycle, s'il n'y avait pas eu des performances aussi importantes, personne n'aurait jamais entendu parler des cryptos. Et je pense qu'avec Internet, c'était pareil. S'il n'y avait pas eu la bulle Internet, personne s'y serait vraiment intéressé. Peut-être que ça existerait aujourd'hui, mais peut-être pas de manière aussi poussée que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est ça aussi qui a poussé l'innovation, qui a drivé l'innovation et qui a montré aux gens de faire le tri sur le volet, de dire bah tiens oui pendant les périodes de hype il y a tout qui pop, mais après c'est quoi qui est intéressant, c'est quoi qui va subsister en bear market, c'est quoi les projets sur lesquels je vais décider d'allouer mon capital et les gens deviennent plus intelligents sur justement l'allocation de leur actif, de dire bah tiens j'ai backé peut-être certains projets qui servaient à rien, bah après tiens là ces projets là ils sont sérieux, je vais les backer et c'est peut-être eux qui vont révolutionner le monde demain, tu vois. Donc ça aussi ça se fait, ça prend du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies ont des cycles bien plus rapides que les autres technologies précédentes parce que Internet existe déjà, les communications existent déjà. Donc, l'information transite de manière bien plus rapide que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Donc, on a une adoption qui est bien plus rapide et bien plus explosive que celle qu'on a pu connaître précédemment. Donc, il faut rester, je pense, suffisamment ouvert d'esprit, ouvert à la critique aussi, bien évidemment, mais suffisamment ouvert d'esprit pour se dire que il y a peut-être des cas d'usage et des possibilités qu'on n'aurait pas pensé aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, qu'on considère que les crypto-monnaies, c'est spéculatif, ça repose sur rien, les crypto-monnaies sont là pour rester. Le pari que font beaucoup de gens, c'est d'essayer de parier, de se dire quelles crypto-monnaies seront là dans les prochaines années. Est-ce que ce sera Bitcoin? Est-ce que ce sera l'Ether? Est-ce que ce sera, je sais pas, du BNB, du Cardano? Peu importe. C'est un peu le pari. Mais qu'on le veuille ou non, les crypto-monnaies sont là pour rester. Elles ont un rôle important à jouer dans les prochaines années, à la fois dans la liberté individuelle, dans la liberté collective, dans les prises de décision, dans des cas d'usage, encore une fois, qui n'ont pas pu être déterminés aujourd'hui. Et je pense que c'est important de s'y intéresser aujourd'hui parce que on est encore très tôt et il y a énormément de possibilités, même encore à l'heure actuelle. Ouais, tout à fait, mais ce serait très bien pour conclure. Donc du coup, l'idée, vous avez compris, c'est, rappeler ou découvrir des nouveaux cas d'usage. Donc j'espère que maintenant vous êtes, convaincus, si c'était pas déjà le cas, qu'il y a vraiment des cas d'usage importants. Continuez de suivre parce qu'il va se passer des choses, exceptionnelles, dans la crypto-monnaie. Je pense qu'on est tous les 2 convaincus et du coup, reste ouvert, comme tu l'as dit, reste ouvert d'esprit aux possibilités et pas fermer de porte directement en disant: «La crypto-monnaie, c'est la spéculation, il y a rien derrière». C'est peut-être pas tout à fait le cas. Donc du Puis il y coup, a on va plein, il y a plein, il y conclure. a plein, il y a plein de points qu'on n'a pas évoqués ensemble. On va juste terminer là-dessus aussi, mais il y a plein de points, tu vois, l'identité numérique, le fait de stocker Carrément. des données de manière décentralisée sur la blockchain. Il y a également aussi tout ce qui est les levées de fonds. Tu vois, les ICO, on n'en a pas parlé, mais les levées de fonds comme ça, sans utilisation intermédiaire aussi, c'est juste dingue. Enfin, il y a plein de cas d'usage qu'on n'a pas évoqués. Donc, on a juste gratté à peine la surface de ce sujet-là, hein. Ouais, tout à fait. Après, c'est ce qu'on avait dit en introduction aussi, qu'on traiterait ceux qui nous paraissent peut-être les plus importants pour nous aussi. Donc, c'est une analyse peut-être personnelle des cas d'usage. N'hésitez pas, encore une fois, à nous dire s'il y en a d'autres qui vous intéressent, qu'on pourrait traiter éventuellement plus tard ou développer ou qu'on a oublié. Ou si vous n'êtes pas d'accord, mais n'hésitez pas à nous le faire, à nous le dire en commentaire comme feedback. Et on verra ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et du coup, bon, on va conclure là-dessus. Je vous mets dans la description, comme toujours, de la vidéo, le lien de la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle d'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, donc des thèmes assez transversaux. Il publie régulièrement, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je mets aussi le lien vers mon guide d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si vous êtes débutant, pour bien commencer, n'hésitez pas, ça peut être utile, c'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger. Et du coup, nous, simplement, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.